Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. Quatrième cat. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 56e épisode de Hiking dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles et comme à l'accoutumée, mon pote Seb m'accompagnera tout au long de cet épisode. Bonne année mon cher Seb. Oui, bonne année mon cher Jazz. Ah là là, ça fait une éternité. Bonjour les auditeurs, je manque à mes engagements. Bonne année aux auditeurs. Purée, ça fait combien de temps qu'on n'a pas enregistré? Ça fait un mois. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Est-ce que ça fait... on a oublié comment on fait en fait? Mais écoute, alors juste comme ça, je ne me souvenais plus d'où est-ce qu'on enregistrait en fait, le logiciel. Le nom du logiciel. Ah ouais. Oui, et parce qu'il y a une raison aussi, mon petit Jazz, c'est que on a fait pas mal d'enregistrements en présentiel. Oui, ouais, c'est vrai, ouais. On a enchaîné 2-3 épisodes où on était côte à côte, c'était cool. Là, on se retrouve à distance parce que les auditeurs de podcast audio ne le voient pas, mais même en vidéo, ça se voit pas très bien, mais je suis à l'hôtel. La petite blague, c'est que je suis dans un endroit où je me sens pas du tout à ma place. On va faire un peu de off. On enregistre le soir de la veille de mon séminaire d'entreprise et je suis à Cannes et je suis à l'hôtel Martinez. Voilà. Hôtel célèbre notamment pour la Cité de la Peur, entre autres. Oui, bah oui. mais j'ai une chambre en fait qui est juste gigantesque. Je te l'ai montré et c'est indécent. Elle est folle. Ouais, non, mais elle est folle. Bref, c'est ma boîte à 1000 budgets dans l'hôtel. Donc bon, c'est cool, j'en profite. C'est cool, non, franchement, on profite. 3 jours à Cannes, ça va être sympa et j'attends le team building parce que j'arrête pas de répéter à mes collègues. Je me dis putain, on est dans la ville du cinéma et j'espère que le team building aura quand même un lien avec le cinéma. Mais j'ai peur. Je te cache pas que j'ai un peu peur. Ouais, tu verras bien. Pourquoi ça pue bien. Bon. Oui. Qu'est-ce qu'on peut se dire déjà de base? On peut dire déjà que ça fait un mois qu'on n'a pas, qu'on est content de se retrouver. J'espère. Mais aussi, moi oui, mais pas pour toi. Ah mais moi je suis content de te retrouver. Ah voilà, c'est bien. Si t'es content, je suis content. Non, je suis très content. Non, on peut déjà dire que dernièrement, toi, t'as sorti le 50e épisode de YPDLM. Ouais. En fait, on essaie un petit peu plus de faire du vase communicant, on va dire, entre les podcasts, puisque toi, tu as la boîte à jazz, moi, je continue YPDLM. Oh, la boîte, mais t'es vraiment d'enfoiré. Franchement, là, franchement, là, Cédric, à cause de toi, voilà, il arrête pas de dire la boîte à jazz, ça se paiera. Voilà. Non, alors, pour la petite anecdote, anecdote, j'ai participé à un live avec Cédric, avec KissH. Et du coup, on a, sur la fiche de présentation, c'était pas la bande à jazz, c'était la boîte à jazz. Voilà. Voilà, et j'aime bien charrier jazz, et à ma décharge, c'est sorti naturellement. Je voulais pas faire la blague, et à force de te faire la blague, tu vois, c'est devenu un automatisme. Donc, et j'ai oublié, il y avait aussi la chaîne de John, voilà, qui était présent, qui nous suit activement sur le. Voilà. Et tout ça pour dire que on a sorti la 50e. Alors c'est vrai que moi j'ai un podcast où j'ai un peu plus d'une centaine d'épisodes. Alors au final, quasiment autant que Highkick, mais on sait qu'on a un rythme sur Highkick quand même assez soutenu entre les épisodes principaux, les puis tous les hors-séries, les hors-séries qu'on fait. C'est vrai qu'on a déjà dépassé la 50e dans Highkick, mais dans YPDLM, j'ai pris un peu plus mon temps parce que c'était un peu plus un peu plus c'est un peu plus chaotique à réussir à me caler avec mes invités, surtout sur cette année, l'année 2025. Et là, j'ai réussi à faire un bel épisode avec Val, avec Baptiste qui a rejoint l'équipe récemment, et on a eu Chris avec nous, qui est un habitué du podcast, pour parler de One Piece. Donc voilà, c'était cool. Et puis on a fait une belle émission. J'espère qu'en tout cas pour ceux qui l'auront écouté sur le flux de YPDM, c'est quelque chose qui vous aura plu. Mais nous, on a pris beaucoup de plaisir.
Donc voilà, il faut que j'essaie de me recaler une routine podcast YPDLM. Je prends toujours autant de plaisir, mais c'est vrai que quand on fait tous les deux, je vais être très honnête, c'est facile en fait. Parce qu'en fait, tu es assez dispo quand même globalement. Alors, ça sera peut-être pas toujours le cas dans le futur, mais c'est vrai que globalement, quand on enregistre tous les deux, on a notre petite routine déjà parce qu'on enregistre déjà très, 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 très régulièrement ensemble. Et donc, forcément, c'est facile. La plupart de mes contacts YPDM, mes binômes, mes acolytes pour le podcast sont à distance et c'est pas toujours, pour l'instant, on est en train de chercher un rythme. Voilà, c'est plus ça. Ouais, non, mais c'est normal. Et puis voilà, puis je suis tout seul à driver, donc c'est vrai qu'il faut que je me motive aussi à trouver les sujets, à être force de proposition, parce que mes collègues ne le sont pas forcément. Et puis voilà, mais c'est pas bien grave, hein, on va y arriver quand même, et puis continuer à proposer du contenu. Et toi, mon petit Jazz, la bande à jazz. Et ben la bande à jazz, là, à l'heure où on parle, j'ai sorti un épisode sur Stranger Things, donc parce que je me suis refait les 4 premières saisons. Oui. Je m'étais arrêté au début de la saison 3 et en fait j'avais un peu laissé tomber la série et voilà, la hype m'a emporté et j'ai décidé de me revoir les 4 premières saisons et puis là je suis en plein dans le visionnage de la 5e. Ah, Voilà. cool, que j'ai J'ai fini moi il n'y a commencé, pas longtemps. Mais ouais, j'ai commencé la 5e qui est vraiment très ouf. Dès le Ouais. premier épisode, moi j'aime bien. Enfin, Oui, elle m'a accroché pour le moment. alors, je suis toujours en cours de négociation avec Jazz pour qu'on parle un jour de Stranger Things et qu'on débriefe la saison 5 ensemble. Si on y arrive, sinon tu le feras avec quelqu'un d'autre. Voilà, bref, c'est pas très grave. Mais je pense qu'il faut que tu le fasses parce que les gens attendent forcément que tu donnes ton avis final. Mais c'est vrai que moi, je vais le dire ici, hein, j'ai adoré la saison 5, j'ai adoré la conclusion, et pourtant elle est assez décriée, mais je trouve qu'elle est allée à hauteur de ce qu'on a pu attendre. Et effectivement, la saison 3, moi je trouve qu'il y avait un petit moment où ils se sont un peu perdus dans la saison 3, donc je comprends que tu aies décroché parce que c'était pas la meilleure. On savait pas trop où ils voulaient aller, enfin on ne comprenait pas trop les trucs qui nous sommaient. Et la saison 4, en fait, a bouclé la boucle. Ouais, c'est la meilleure. Elle est dingue. Pour le moment. Et avec des révélations de personnages comme le personnage de l'acteur qui est Joe Kerry, mais je ne sais plus comment c'est son nom dans celui qui est pote avec. Steve Harrington. Steve Harrington que j'adore, mais surtout c'est le Ouais, personnage de Max que je trouve qui est une actrice, c'est une future Ouais. grande. Et j'avais repéré pour la petite anecdote à l'époque dans You, je m'étais fait la même réflexion pour Jenna Ortega où je me disais celle-là. C'est une future grande et la preuve elle cartonne partout et je pense que Sadie Sink donc qui joue Max dans Stranger Things est peut-être l'actrice qui sort du lot par rapport à toutes les autres et je pense qu'à mon avis elle va faire Spider-Man. Elle joue dans le oui, prochain Spider-Man. elle est dans le prochain. Elle va jouer Gwen, hein, c'est ça, Gwen Stacy, je crois. Là, je sais pas, son rôle il est encore il est un peu secret, ouais, c'est vrai. Voilà, un peu secret, ouais. Mais elle aurait, après elle est rookie, donc elle aurait pu jouer une Mary Jane, mais trop tard, c'est déjà pris. Mais elle pourrait jouer une réinterprétation de Gwen Stacy, pourquoi pas. Ouais, et je trouve que c'est, elle imprime la rétine, elle crève l'écran, elle est assez bluffante et je trouve que ouais. Et dans la saison 5, elle est super en plus. Donc bref. Mais dans une autre mesure, tu verras. Je t'en dis pas plus. Ouais, mais bref, ouais. on a commencé à digresser. On dirait qu'on parle d'arts martiaux, parce qu'il n'y a pas trop d'arts martiaux dans Stranger Things. Mais ça serait bien qu'un jour on en parle dans ton autre podcast. Voilà. Oui, totalement. Et puis qu'on arrive aussi à faire cet autre épisode sur un gros film du moment qui est avec des hommes bleus pour t'aider un peu. Ah oui, totalement. Oui, c'est vrai. Je sais pas si je vais réussir à le voir cette semaine parce que ça me paraît chaud. Donc, je vais certainement essayer de me caler ça peut-être semaine prochaine sur un découché. Avant qu'on se voit peut-être. Alors moi, si t'es motivé pour le revoir, on va le voir ensemble. Ah bah oui. Moi j'ai encore une fois, j'ai adoré le film. Hein, donc voilà. Bon, on s'en reparle. Voilà. Ok, bah ça marche. Voilà. Et puis aussi, il y a un truc qui nous a fait super plaisir, qu'on a fait un concours. Oui. Sur à toute épreuve. Recoller l'actualité, ouais, tout à fait. Donc ça c'est trop cool. À l'heure où je vous parle, les colis sont en préparation et vont être envoyés dans la semaine. Donc voilà. Il me manquait les enveloppes en fait. J'avais des enveloppes, mais elles n'étaient pas assez grandes. Il faut qu'elles soient un peu protégées aussi quand même. Faut voilà, c'est ça. C'est surtout pour ça et parce que c'est quand même le coffret est un beau bébé. Bon, donc il faut bien le rentrer. Franchement, c'était un peu inespéré parce que on a demandé à Metropolitan, tout simplement. Enfin, tu as demandé à Metropolitan s'il y avait possibilité de faire quelque chose et ils nous ont répondu très positivement. Ça fait plaisir. Cool. On n'a pas beaucoup de partenariats, on va dire. On va dire que c'est des partenariats ponctuels. Hein. C'est pas tout le temps, c'est pas acté. Il faut qu'on demande.
la plupart du temps. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de partenariats dans notre jeune existence de podcasteurs et un peu de YouTube. Mais c'est vrai que Metropolitan, pour l'instant, on peut dire que c'est vraiment les gars sûrs. On les remercie encore ici. Totalement, parce qu'ils répondent toujours présents, ils font toujours des super trucs pour qu'on arrive à aussi vous faire un peu croquer. Donc c'est cool. Franchement, c'est top. Et puis, j'espère que ça continuera, en tout cas. Ouais, carrément. Et puis après, dans les autres news, écoute, le podcast... Ah si, putain, une grosse news. Ah oui, avant 2020... Ah oui, si. On a terminé l'année avec un short qui a dépassé... Ah oui, il faut en parler de ça. Ah ouais. Ah, c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. En fait, il y a eu une trend qui est arrivée avec l'acteur de John Hamm. C'est tout à ton honneur. Moi, je ne suis pour rien là-dedans. Oui, parce que, alors, moi j'ai adoré, parce que, en fait, j'ai fait le short. Donc, vous savez, c'est la trend avec John Hamm, c'est la série sur Apple, où en fait, il danse sur une chanson, une musique, et la musique, en fait, c'est une musique des années 2000 de Kato, une musique électro, et en fait, il y a eu plein de trends par rapport à ça, et moi j'ai fait par rapport à Bloodsport, parce que je me suis dit, on peut coller avec l'actualité. Oui. Donc, je publie. Mais au départ, il n'y a pas trop de vagues, et je reçois un SMS de Seb, même pas un vocal, et je vois très bien ce qui me parle d'un truc, puis je vois un autre vocal qui fait 30 secondes. Je me dis, oula, c'est pas à propos du short. Et là, t'as ça qui me fait, on est d'accord que John Hamm, Van Damme et John Hamm, c'est pas la même personne. Voilà, je comprends pas trop quel est ce genre, mais ça doit être... Et oui. Et en plus, tu me dis, ça doit être drôle, mais je comprends pas. Mais je comprends pas la traîne. C'est quoi ce truc? Le vieux, quoi, tu sais, qui découvre les réseaux sociaux, quoi. mais le truc, c'est qu'en fait, on l'avait publié sur TikTok, ça avait été un bide. On l'avait publié sur un... Ouais, bidé de ouf. On l'avait publié sur Instagram. Voilà, ça avait été un gentil Alors, truc. Alors, tu as lâché une info qu'on n'a pas communiqué officiellement là-dessus, mais on s'est aussi lancé sur TikTok. Ah oui, on s'est lancé sur TikTok. Ouais, totalement. Faut le dire aussi. Ouais, on s'est lancé sur TikTok. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas... Parce qu'on devait faire pour les 300 abonnés. Oui. C'est vrai. Et on est quasiment à 400. Voilà. Et on est quasiment à 400. Et on fait des stats de ouf, faut se le dire. Ouais. Et on mixe, en fait, tu mixes des shorts qui te passent par la tête et des replays d'extraits de scènes cultes. On se focalise que là-dessus. Voilà. Et toi, tu te fais plaisir en trend, en contenu, etc. Tu t'éclates. Je trouve que tu t'éclates. Ouais, c'est marrant. Et puis en plus, comment dire, et donc, bon, là sur le TikTok, ça marchait pas. Et sur YouTube, je vois, ça marche. Et on stagne. Je crois que le samedi, donc je poste le vendredi, le samedi, on est à 1700 vues. Mais je me dis, c'est normal. Enfin, tu vois, on fait globalement, faut le dire, on fait globalement des bonnes stats sur les shorts. On tourne régulièrement entre 1000 et 2000. Il y en a qui bident, comme tout le temps. C'est l'algorithme, on peut rien y faire. Mais globalement, ça tourne toujours entre 1000 et 2000, quoi. Donc, ça marche plutôt bien, les shorts. Et puis, le dimanche, Seb qui m'envoie un message en me disant, mec, on est à 10 000 cas. Enfin, à 10 000 vues. Ah, je fais non, sans blague. Et je regarde, je fais putain, on est à 10 cas sur ce truc-là. Ouais. Et alors là, en l'espace de 3 jours, le truc a explosé, quoi. Ça a pété. Et on est, alors, à l'heure actuelle, on est à 142 000. Voilà. 142 000. 42 000 avec des gens qui nous écrivent de partout, de Russie, tout ça. Oh, c'est un truc. Et puis c'est surtout le nombre de likes que ça génère, en fait. C'est un truc, on est à 3000 likes. 3000 likes sur le short. On a percé avec ce truc-là. Ouais. Le dernier commentaire, c'est quand même un gars qui me demande de faire une vidéo. Ah, je l'ai pas vu. Okay. La même vidéo avec Kickboxer. Ah, ça tient. Ah bah tu peux, vas-y. Ouais. Mais elle est passée la traîne maintenant, non? Un peu. Ouais, elle est passée. Voilà, tu vois, je vais pas la faire. Mais en fait, les mecs passent commande. Donc voilà. Non, mais il faut se dire, c'est un truc, ça a été un accélérateur d'abonnés sur. Ça a été déjà une visibilité de ouf sur YouTube, parce que ça nous a fait prendre, en l'espace d'une semaine, on a pris 300 abonnés. Sur plus de 300 abonnés sur YouTube. C'est un truc de malade mental. On est quasiment, à l'heure où on vous parle, on est quasiment... alors peut-être quand l'épisode sera sorti, on les aura peut-être franchis, mais je ne pense pas. Mais on est quasiment à 1500 abonnés. Donc c'est quand même assez fou. Ça a donné un coup de boost assez dingue sur l'ensemble des vidéos, puisqu'en fait, ça nous a donné un coup de visibilité de fou. Et comme quoi, il suffit d'un short qui perce pour permettre de se développer un peu, quoi, et puis de gagner un peu en abonnés.
Et surtout, très important, c'est que nous, on a fait le choix aujourd'hui, puisqu'on va se le dire, on a abandonné l'idée des subscriptions, des choses, des choses que pour vous abonner à la chaîne et donner des trucs en échange, trop casse-tête sur YouTube. On a une autre solution qu'on vous proposera dans le cours de l'année, qui est, en mon sens, plus simple et plus facile à gérer. Par contre, on a fait le choix de monétiser en fait les shorts. Et mine de rien, alors c'est que dalle, hein, mais ça nous a fait gagner quelques centimes d'euros. Là, on est passé je crois que grâce aux shorts, on est passé de 2 euros, je crois, on est passé à quasiment 8 euros. Voilà. Alors, sachant qu'ils ne payent pas, hein, parce qu'ils payent au palier des 70 euros YouTube. Mais c'est rigolo parce qu'on dit que ça nous a amené un peu d'argent, quoi. On l'a pas encore, mais ça nous a fait avancer vachement rapidement, quoi. Donc c'est cool, c'est rigolo. Donc voilà, non, c'était drôle ce coup-là, mais en plus ça a fait, ça a mis un coup de boost même à American Ninja qui sortait en même temps. Oui. American Ninja, le Chuck Norris aussi a pris un petit coup de boost. Chuck Norris, le petit Chuck Norris a pris un coup de boost, donc c'est cool. Non, c'est vraiment top. Et juste petit truc, j'ai un petit message pour Aline et Nicolas, qui sont 2 auditeurs du podcast, avec qui dans ton podcast, et qui ont écouté l'épisode sur Karate Kid Legend. Et le retour qu'ils ont fait, c'est qu'ils adorent Karate Kid. Et le retour qu'ils ont fait, c'est que le titre de l'épisode, c'est Karate Kid. Ils disent, au bout de 18 minutes, on parle toujours pas de Karate Kid. Voilà. Ouais. C'est le grand souci de la nouvelle génération avec Jackie Chan. Ça parle plus trop de karaté, quoi. Donc voilà. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était le retour qui nous faisait. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Il y a des émissions qui le font très bien, mais c'est vrai que ça prend du temps. Puis je pense que c'est un peu fastidieux, mais de lire les commentaires, tu vois, parce qu'on a quand même pas mal de commentaires sur YouTube. Ouais. Pas trop sur les plateformes de podcast, parce que vous avez pris l'habitude de nous lâcher des commentaires sur YouTube, donc c'est très bien, on vous en remercie. Ouais, top. En petite mention spéciale à Stéphane Coquet qui s'est lâché. Voilà, qui je pense il a délivré, quoi. Il a donné tout ce qu'il avait sur Chuck Norris. Donc on n'a pas pu répondre à tout, hein. On s'excuse si tu nous écoutes. Mais grâce à lui, il a boosté aussi l'épisode. Parce que les commentaires amènent les commentaires et du coup amènent les vues et aussi ça a boosté un peu l'épisode. On sent que c'est un gros fan de Chuck Norris, hein, clairement. Ouais. Il est ultra calé sur le personnage, donc c'est très bien, il en faut. Mais non, mais c'est bien. Et puis pour vous dire aussi qu'on fait une longue intro, hein, désolé parce qu'on reprend, donc on est un peu en mode chill, on discute. Mais aussi, on s'est parlé pendant les vacances, donc on a aussi pas mal avancé sur les programmes de l'année, sur les invités qu'on veut avoir. Là, moi, je suis en train de discuter avec pas mal de gens pour justement caler des émissions. Donc voilà, là, j'en ai une qui va certainement se caler à l'heure où on se parle dans les prochains jours, avec un cascadeur. Voilà, je te le dirai en off. Mais je pense que tu dois savoir de qui je parle. Et un chouette cascadeur. Je suis très très content parce qu'on a une bonne discussion là depuis quelques semaines. Et là, il est dispo, donc je vais le prendre au vol pendant qu'il est dispo. Et ça s'annonce très très bien, je pense. Voilà. Donc et puis on continue à essayer de trouver des petites idées d'invités. On charbonne, mais c'est pas si évident que vous le pensez. Hein. Ça demande un peu de boulot et puis d'être assez d'organisation. Ouais, non, mais surtout de rien lâcher, parce qu'en fait, nous, on pense égoïstement à notre podcast et avoir un invité ou une invitée pour notre podcast. Mais souvent, alors, nos copains podcasteurs, il n'y a pas de souci, parce qu'en général, ils ont envie de participer, donc ils pensent aussi à se dire, on le fait quand. Mais c'est vrai que les gens qui n'ont pas forcément de connexion avec nous et qu'on va les chercher, il faut les relancer, tu vois. C'est les choses assez importantes, c'est les relancer. Tiens, en fait, t'es dispo quand ? Parce que ils ont une vie à côté, ils ont autre chose à penser, ils sont occupés par leur métier. Donc c'est vrai que si on les relance pas, des fois, ils peuvent oublier et puis ils peuvent passer du temps. Donc il faut absolument rien lâcher. C'est vrai que là-dessus, je pense que c'est un petit peu mon côté commerce aussi. Ah oui, moi lâcher les devis, de relancer et d'essayer de faire. C'est pour ça que je te laisse faire ça, parce que moi je suis pas du tout dans ce truc-là. Par exemple, pour les Manu Lanzi et Anthony Faux que tu as eu, j'ai fait tout le côté hameçonnage, enfin entre guillemets hameçonnage. Maintenant, ça va devenir presque des réguliers maintenant. Mais une fois que c'était bouclé, que tous les deux étaient chauds, j'ai dit à Jazz, moi je peux pas être là, mais toi vas-y. Et je t'ai laissé reprendre la main. Et puis oui. T'es tout servi sur un plateau d'argent, t'avais plus qu'à t'amuser. Oui, clairement. Ce que t'as fait d'ailleurs. Je te le redis ici. Très belle émission. Bravo. Ah, c'était cool. Non, c'était vraiment sympa l'émission. En plus. C'est une très belle rencontre. Voilà, on le redit ici. Enfin, un petit coucou à Manu et Anthony s'ils nous écoutent. Oui. On se lance dans l'épisode ou pas alors quand même Non, pas du tout. Non. 20 minutes d'intro là quand même. C'est pas mal. Écoute, ouais. Ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu en direct. Voilà, c'est pour ça. Oui, c'est important. C'est ça. Tout à fait.
Pour rappel, ce podcast est disponible à la fois sur toutes les plateformes de streaming, mais aussi sur YouTube. N'oubliez pas la cloche, le pouce, les commentaires, très important, puisque nous on y répond. Et puis ça nous fait plaisir, ça nous fait toujours plaisir d'avoir des retours sur les épisodes. Et puis avant d'attaquer cet épisode qui sera peut-être le dernier round. Ou le dernier homme debout. Oh. Ou qui restera debout à la fin de ce podcast plutôt. Ouais, qui restera Bien, debout à la fin. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Pas Donc mal. on a choisi un film d'arts martiaux dans lequel on va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique et qui à elle seule mérite qu'on s'intéresse au film. Et bien évidemment, au préalable, on parlera du film, de l'art martial pratiqué par le comédien ou la comédienne, du casting, des anecdotes, et on vous donnera notre avis. Bien que là, sur l'art martial pratiqué par le comédien ou la comédienne, on va un peu changer. Voilà, on change pas, c'est juste qu'on va plus non. s'intéresser à l'art martial Voilà. dans le film, quoi, parce que en fait, Voilà, on c'est va arriver à un stade en fait où on a fait quasiment le tour de tous les artistes martiaux à quelques Oui, exceptions totalement, près. ouais. On a déjà parlé de leurs arts martiaux, donc des fois ce qui nous sauve, c'est que des fois tel ou tel artiste martial pratique plusieurs arts martiaux, donc on peut faire un focus sur différents arts martiaux. Là, les deux dont on va vous parler, on en a déjà parlé quand même très souvent. Donc là, c'est plutôt de s'intéresser à la vision des arts martiaux qui sont dans ce film, avec le côté réaliste, pas réaliste. Voilà, on va un peu plus approfondir là-dessus. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, mon petit Jazz, c'est qu'on n'a pas, on devient négligent, hein, mais je pense qu'on devient connecté peut-être. On n'a pas débriefé tous les deux en off de la scène qu'on choisissait. Moi je pense savoir, mais après moi aussi on je verra pense ça. savoir. Voilà. Il y a 2-3 mentions honorables, je trouve. Mais Ouais, alors ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a 2-3 mentions honorables, ouais. et puis il y a aussi le côté le premier combat et le deuxième combat, quoi. Ouais, alors ouais. Tu vois? Parce qu'il y a quand même des trucs assez cultes dans les deux, quoi. Oui, ouais. Bon, bref. Bon, on verra. En reparlera après. On verra, ouais, totalement. Bon, bien évidemment, on va parler de Undisputed 2 de Isaac Florentine. Et tout de suite, la bande-annonce. La bande-annonce, c'est parti, mon kiki. C'est bien votre Bible. Oui, monsieur. J'emmène le Saint-Livre avec moi partout où je vais. Mais ça, c'est pas à moi. Dans un pays étranger, où des hommes corrompus ne reculent devant rien quand il est question de divertissement et d'argent, un ancien champion va devoir monter sur un nouveau genre de ring. C'est incroyable que je partage ma cellule avec George Chambers. Dans cet établissement, nous aimons beaucoup les boxeurs. T'étais un grand champion. Mais ici, tu vois, c'est moi le champion. Tu sais ce que ça fait de se retrouver là-dedans quand on n'a rien fait? Tu vas retourner là-bas et tu vas me sortir de ce merdier. Promis. Vous pouvez pas m'empêcher de faire ce que je dois faire. Je me bats pas ici, moi. Écoute, Georges, on va tous se faire une tonne de blé. Espèce d'enculé, je vais t'exploser ta sale gueule. Suivez le programme. C'est la meilleure façon de rester en bonne santé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été drogué. Hé, toi le PD là, lève-toi. Tu crois que j'ai besoin de toi pour draguer mes adversaires? Tout ça, c'est du street fighting en fin de compte. Et je viens de là. Je vais la voir comme je veux, tranquille. Bon, alors, Undisputed 2, un seul deviendra invincible, le dernier round, qui est un film qui est sorti en 2006 en direct vidéo de Isaac Florentine. Alors, Isaac Florentine, c'est un réalisateur qui a beaucoup travaillé avec New Image et Millennium Film.
C'est un gars en or, moi je trouve, dans les films d'arts martiaux, puisque en fait, il a fait un nombre incalculable de films d'action. Ouais. Que je pense que vous avez même vu, parce que, alors déjà parce qu'il y a beaucoup de films qui sont passés sur Énergie 12 à un moment donné, mais aussi parce qu'il a tourné avec Jean-Claude Van Damme, il a beaucoup tourné avec Scott Adkins. D'ailleurs, Euh, j'aimerais bien faire de lui, là, je ne sais pas si on arrivera à le faire cette année, mais j'aimerais bien qu'on arrive à un moment donné à trouver une solution pour faire le Border, Shepherd Border, comment il s'appelle déjà celui-là, le film avec Van Damme et Scott Adkins, ouais. Mais ça ouais, ferait parler c'est beaucoup de Scott Adkins, mais je l'aime bien, moi, celui-là. Trafic mortel. Trafic mortel, ouais, c'est ça. Ouais. Hmm. Trafic mortel. Et donc, du coup, il a fait un nombre incalculable de films. Ce que moi, j'aime bien avec ce réalisateur, c'est la réalisation. Puisque c'est un des premiers à faire des réalisations assez fluides dans les combats. Après, bien évidemment, il a des bons combattants. Quand il arrive à Scott Adkins, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il arrive à faire des trucs assez ouf. Ouais. Malheureusement, quand il a un Michael Ward, qui est plutôt bon, hein, mais quand il fait US Seal 2, c'est très câblé. Oui. Alors que, à partir du moment où il va faire un seul deviendra invincible, il va s'attaquer à la saga. Il a quand même des mecs qui savent se battre. Mais il n'a pas pris les plus mauvais, quoi. Ouais, et puis surtout, ce qui est important à dire sur Isaac Florentine, c'est que bon, il essaie d'amener une patte un peu spéciale. Il a sa patte, on la reconnaît, hein, il a des effets de caméra, il a des petits bruits de caméra quand il bouge la caméra, le fameux ouf, voilà, qu'on n'entend pas trop d'ailleurs sur ce film-là. Non, et alors ça, c'est vrai. c'est un réalisateur qui est quand même assez, qui fait pas tout le temps l'unanimité. Nous ici chez Aiki dans ton podcast, on aime assez bien sa patte parce que encore une fois, c'est un mec qui sait poser sa caméra et trouver le bon angle pour les filmer. Et ça, c'est vraiment cool parce qu'on sait que quand on va voir un film d'Isaac Florentine, on sait que généralement, ça sera bien filmé. Mais c'est peut-être aussi dû au fait qu'il est lui-même pratiquant des arts martiaux. Ouais. Parce que je crois que de mémoire, il est ceinture noire de karaté. Et il a une école de karaté, parce qu'il est israélien, hein, je crois, Isaac Florentine, si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas s'il vit toujours en Israël, mais je pense qu'il vit aux États-Unis, à mon avis. Je ne vais pas dire de bêtises là-dessus, je ne m'avancerai pas. Mais en tout cas, oui, il est pratiquant, il a une école il est prof de karaté aussi à ses heures perdues. Et voilà, donc je pense que c'est aussi quelqu'un qui sait l'image qu'il veut donner des sports de combat. Et alors, attends, mon petit Seb. Allez, petit quiz. Ah oui. Petit quiz. Le gosse, il a 2 questions à me poser, je vais me planter lamentablement. Non, pas du tout. Alors, oui, en effet, j'ai 2 questions à te poser. Ah, 2, putain, je suis fort en plus. Ouais, j'ai 2 questions à te poser. Incroyable. En 1995, il va réaliser un film qui... Je pense que c'est le film qui va le rendre un peu populaire. C'est-à-dire que, du coup, on va entendre parler d'Isaac Florentine. Ouais. Il faut que je donne le nom du film, c'est ça? Ouais. C'est un film d'arts avec martiaux. Ouais, totalement. Savate. Ouais. Que j'ai vu. Juste avant. Ouais, mais qui est plutôt pas mal. Hein. Moi, j'aime bien ce Savate. Qui est pas très riche en arts martiaux, finalement. Qui est avec Yann Ziegler, c'est ça, de Beverly Hills? Oui, ouais, tout à fait. Ziering. Yann Ziering, c'est ça. Ouais. Et juste avant, en 92, il avait réalisé Desert Kickboxer. Ça, je l'ai pas vu, je l'ai vu passer, ce film. Qui a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air bien chouette. Ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Mais par contre, c'est ça la deuxième question? Non, pas du tout. Ah bah d'accord. En fait, c'est Desert Kickboxer, ça a l'air plutôt pas mal. C'est juste l'acteur qui, je me dis, j'ai jamais vu dans un autre film d'arts martiaux, c'est John Newton. Et John Newton, il a joué dans Melrose Place, bien évidemment, mais il a joué aussi dans Superboy. Il a été un des visages de Superboy. Je pense que ça a été visage de la première saison. Non, mais attends, Isaac Florentine, il a réalisé des épisodes de séries télé aussi. Ouais, Power Rangers, il est connu pour les Power Rangers. Bah oui, bravo, super. Il a réalisé jusqu'à Time Force. Oui. Puis ça lui va bien, je pense que c'est là qu'il a fait sa, entre guillemets, oui. ses armes, quoi. Donc, non, pour tout vous dire, voilà, vous avez, bien évidemment, vous avez dû voir déjà des réals de Isaac Florentine. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement l'histoire de Un seul deviendra invincible, dernier round?
Ouais, ou Last Man. Ou The Last Man Standing. Voilà, il n'y a pas The, c'est Last Man Ah, Standing. Last Man Bon. Standing. Donc, on retrouve le personnage de George Chambers, Yes. qui est un peu une suite directe en fait du premier, hein, le personnage de George Chambers, qui était joué donc à l'époque par Vingram, va être maintenant interprété par le grand et l'excellent Michael Jai White, ou MJW, pour les intimes. Il va encore se faire avoir, le pauvre, hein, après avoir été accusé de viol dans le premier. Cette fois-ci, il se retrouve accusé pas de trafic de drogue, mais de possession de drogue. Le tout en Russie, hein, parce qu'en fait, il se rend à la base en Russie pour justement faire la promotion de pub et de vodka, parce que il surfe sur son image de gagnant. Sauf que en fait, il va cette histoire de drogue, va être en fait un coup monté. Qui va l'envoyer en prison, parce que derrière, en fait, les personnes qui ont orchestré en fait ce guet-apens ont pour idée de le faire affronter le grand champion de la prison, qui est le grand et l'unique Yuri Boyka, le most complete fighter in the world, interprété par le grand et génial Scott Adkins, qu'on adore ici. Enfin, moi, j'adore énormément. Je sais qu'on ça dépend des films. Ça dépend des films. Mais je te rejoins là-dessus, il n'y a pas de souci. Et c'est un de ses premiers rôles à Scott Adkins, hein, parce qu'il n'est pas encore bien connu à cette époque-là. Il a fait quelques rôles avant pour Isaac Florentine, hein, notamment, je crois, dans Force Spéciale, Special Force ou Force Spéciale. Ah oui, totalement. Hein, ouais, c'est un vrai. tout petit rôle dedans, il fait le combat de c'est fin, là. Et donc, dans Indisputed 2, voilà, ça fait partie vraiment de son début de carrière, et il est complètement affûté, le pépère. Donc voilà, donc ça va donner libre cours à des combats. Ça, c'est chouette. Ouais, Force Spéciale, c'est 2003, ouais. Donc là, c'est 2006. Et là, c'est le film qui va lui permettre de se faire un nom, en tout cas. Ouais. En tout cas, que le nom, presque même, il le dit lui-même, hein, d'ailleurs, en interview, Scott Adkins, c'est que ce film-là va presque même limite, le personnage de Yuri Boyka va presque limite le dépasser lui, en fait. Totalement, parce qu'en fait, il est devenu tellement culte, en fait, ce personnage, que quand on le voit, on dit c'est Yuri Boyka, alors que c'est Scott Adkins quand même déjà à la base, quoi. Ah oui, non mais carrément, ouais. Donc, mais c'est ce qui va lui donner ce rôle-là, en tout cas, de Yuri Boyka, va lui permettre derrière de lui ouvrir les portes de son premier rôle, et on l'a déjà traité dans le podcast, qui est Ninja, qui se fera 3 ans plus tard, parce que il a eu quand même une assez grosse traversée du désert, hein. Il n'a pas percé tout de suite, hein, Scott Adkins, mais non, c'est vrai qu'on le voit dans plein de productions, trop de productions. D'ailleurs, là, il y a un film avec, alors au moment d'enregistrer sa sortie, je crois, parce qu'il est prévu pour le 14 janvier, je crois. Il y a The Rip, tu sais, le Carnahan, avec Matt Damon tout et à Ben fait, Affleck. Ouais. Il sort le 16, ouais. Le 16, voilà. Janvier. Qui sort sur Netflix et qui me rend très curieux pour le coup. Ouais, pareil. Voilà. Ouais, et je n'ai toujours pas vu Prisoner of War. Hein. J'ai vu le El Diablo, j'ai vu le Tech Cover, le film avec le sniper, et il me manque Prisoner of War que j'ai pas vu dans ses films parce qu'il a fait que 3 films l'année dernière. Ah ouais, non mais il est fatigué. Voilà. Il est fatigué. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur t'as tout dit. Faut dire que, alors, un seul devient invincible, dernier round, pourquoi mettre dernier round? Parce qu'en fait, c'est la suite directe de Un seul devient invincible, un film sorti en 2003 avec The Water Hill, avec Wesley Snipes et Ving Rhames. C'est un film qui a bidé à sa sortie. Ouais. Alors pourquoi Water Hill fatigué surtout. Hein, alors Water Hill fatigué, Wesley Snipes en bout de course. Parce que il commençait petit à petit à poser ses affaires en Bulgarie pour éviter le fisc. Et puis Ving Rhames, alors super acteur, hein, attention. Il est pas assis, faut le dire. Dans ce rôle-là, il est pas assis. Non. Déjà, il est pas assis. On ne sait pas parce qu'il y a un plan de coupe, donc peut-être qu'il est assis. En fait, on le sait pas. Mais, mais c'est vrai que c'est un acteur. Il a été propulsé grâce à Pulp Fiction. Oui. Notamment dans l'émission Impossible, c'est voilà. Je l'ai vu dans un Steven Seagal là. Je crois que c'est. Je les confonds toujours, mais je crois que c'est Force of Execution, le film avec Brent Foster. Face à face, où ils sont tous les deux assis. Non, à un bureau. il passe. Non, non, mais t'as raison en plus, c'est ça. Je crois qu'il se lève juste pour la fin, mais il a passé tout son film assis.
Et donc, ouais, Un seul deviendra invincible, c'était un peu le comeback de Walter Hill. En fait, pas du tout. Le film a Ouais. bidé. Et c'est pour ça qu'en fait, ça a atterri en direct vidéo, parce qu'en fait, en vidéo, le film a plutôt fonctionné. Ouais. Et C'est comme du ça qu'on l'a coup, découvert tous les deux, hein, bah d'ailleurs, ouais, à ouais, cette époque-là. totalement. Et c'est là qu'en fait, Un seul deviendra invincible 2 est sorti en 2006. Et en plus, il arrive dans un contexte un peu particulier, puisque c'est le début du MMA, mais la Oui, popularisation du MMA. oui. Et comme vous savez, dans le podcast, je parle souvent de la tétrachée de films qu'on a eu entre 2006 et 2010. Ouais. On a eu des Héctor Echevarria, qui est un artiste martial chilien qui a commencé à produire et à réaliser des films de MMA avec des grands noms dedans, mais qui jouaient 2 minutes dans le film, où c'est Héctor Echevarria qui joue le rôle principal. Et puis bon, Isaac Ferrantine, lui, il a réussi à sortir. Et en fait, je crois qu'un seul deviendra invincible. Après, je peux me tromper, mais c'est vraiment le premier film qui sort et qui va mettre d'accord tout le monde. Et beaucoup de personnes vont imiter Là, tu la parles du 2, hein. façon du 2, ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que Ouais, 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 parce que le 1, en fait, est plutôt un film de de boxe. boxe. Oh oui, c'est Voilà. un film de boxe. C'est... Alors que le 2, en fait, c'est vraiment le film qui va mettre d'accord tout le monde et va populariser le genre. Et puis à partir de là, Et en qui fait, va on va utiliser avoir. des gimmicks qui vont être vachement éculés après, c'est-à-dire Ouais, bon, le film en prison, forcément parce que c'est badass, un ouais. personnage, un antagoniste très charismatique, Mm, mais qui, pour le coup, voilà, tu prends un peu d'affection aussi parce que tu te ouais. dis, bon, il a quand même des bons côtés. Enfin, pas trop dans celui-là, mais c'est Scott Adkins, donc avec du recul, tu peux pas le détester complètement. Et puis surtout, bah, tu sais, de la bonne musique de rappeur dessus, quoi, tu sais, Ouais. bon rap bien, Ouais. bien bourrin, tout ça, pour mettre tout ça en musique, et puis ça marche bien, quoi. Ça marche bien. Mais tu sais qu'à la base, c'était pas Scott Adkins qui devait jouer dedans, hein. Ok. C'était qui? C'était Dolph Lundgren. Ah, ça va pas être la même chose. Et ouais, Isabelle Florentine voulait Dolph Lundgren à la base. Mais je pense que à la base, de chez Baz, c'est là où en fait il va y avoir une complexité par rapport au premier. Et c'est là où on se dit c'est une suite directe. Et en même temps, on se dit c'est peut-être un autre univers. Puisque en fait, je pense qu'à la base, ils prennent Dolph Lundgren pour faire un deuxième film de boxe. Oui, oui, je pense que c'est ça qu'ils ont en idée. Mais après, la problématique qu'on a aussi par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, quand tu prends un mec comme Michael J. White, qui est un artiste martial complet, hein, qui sait boxer, enfin qui voilà. Mais Mm. n'empêche que tu peux pas m'empêcher quand tu le vois dans le film quand il boxe en fait, c'est qu'il Il a se une retient, il garde. retient tes. Ouais. Mm. Non, puis il a une garde très karaté en fait, quoi. Tu Ouais, vois, c'est ouais. surtout ça, quoi. Et il n'est pas pur boxeur parce qu'il bouge pas comme un boxeur. Donc on en parlera, hein, on va en parler justement dans l'art martial, hein, on va y venir. Mais c'est vrai que tu sens que bon, il faut vite trouver une solution Ouais. dans le scénario pour qu'il puisse utiliser d'autres choses que ses points, quoi. D'ailleurs, en parlant de scénario, je fais une petite Ouais, vas-y. là-dessus. On va citer d'abord lui, puis on terminera par notre petit chouchou. Le scénario est écrit par Boaz Davidson, qui est un Oui, oui, oui. qui est un Producteur, grand scénariste, producteur. voilà, Et grand qui est producteur. israélien aussi. Donc on suppose Oui. que c'est un copain de comment on appelle ça, de comment on l'appelle, pardon, désolé, d'Isaac Florentine, puisque en fait quand on regarde en fait tout ce que Boaz Davidson a écrit, en fait il y a beaucoup de projets qu'il a fait en collaboration en fait avec. Ouais, bah, en fait, Boaz Davidson, si vous cherchez, il est souvent associé à Millennium Film Oui, et il va être producteur exécutif de pas mal de films, notamment John Rambo ou Rambo The Last Blood. ouais, c'est ça. Donc, ouais. C'est lui qui est derrière le Ninja 1, Ninja Ouais, 2. Qui avait déjà, je pense, écrit le premier Undisputed, hein, je crois que c'est lui sur le premier Undisputed. Et qu'on peut-être. va- Alors, là, ouais, ça, je j'ai pas l'information, mais peut-être. T'as j'ai peut-être raison. j'ai un petit doute, ouais, mais en tout Non, cas, ouais, non, non, c'est écrit par Walter Hill. c'est écrit par Auteur. Ok. Mm. Mais en tout cas, il est sur le scénario du 2, et ensuite, Mm. après, il va aussi écrire les autres, ou au moins il sera à la production. Mais en Mm. tout cas, c'est quelqu'un qui est beaucoup associé en fait à Isaac Florentine. Et voilà. Puis on peut dire que c'est un duo plutôt gagnant. Et donc, je ne sais pas si tu as noté ou si tu te souviens ou si tu as bossé un peu ton sujet, qui s'occupe de la chorégraphie des combats. Alors, la chorégraphie, je sais pas. Je sais juste que Fight il y chorégrapheur. a.
C'est marqué, il est Ouais. crédité comme ça. Ouais. Mais je pensais que tu allais parler de l'autre, scénariste. Ah non, ça m'a pas plus choqué. Boaz Davidson, en fait, comme c'est un nom que je revoyais souvent, pour moi c'était lui à mettre en avant, mais si t'as d'autres noms à mettre en avant, Bah, il y a vas-y. David White qui est le scénariste de Ninja Qui est et aussi qui scénariste va sur Ninja. suivre, et D'accord, qui ok. va suivre en fait la carrière d'Isaac Florentine Ok. et parfois des films de Scott Adkins. Ok, d'accord. Donc, Aucun lien avec voilà, Michael J. White, du coup. rien du tout, aucun Rien à lien, voir. rien à voir. Donc le Et fait de ni, chorégrapheur, tu l'as ouais. pas. Non, je l'ai pas, non, je l'ai pas. Fatwa non, vas-y, Allez, je t'aide un peu, parce que si t'as pas de notes, vas-y. tu triches pas. On va faire un petit quiz aussi, pour ça les auditeurs chez vous, vous pouvez Allez, jouer. allez. Euh, alors c'est un chorégraphe de combat qui, comme ses petits copains, a fini à la réalisation. Ah, J.J. Perry. Putain, j'ai Non. même pas le temps de te faire les autres C'est indices bon. que tu Ok, l'as. d'accord. Alors pour info, alors j'ai pas trouvé l'anecdote de le pourquoi du comment, mais il est crédité en tant que JJ entre guillemets Loco Perry. Ah ouais, mais ouais. C'est- J'ai pas compris. Ok. Mais surtout que c'est rare parce que habituellement on l'appelle J.J. Perry quoi. Ben ouais, Enfin c'est même JJ à Loco chaque fois Perry. qu'il est... Ouais, à J'ai chaque fois pas compris qu'il est pourquoi. crédité, c'est toujours J.J. Perry. D'accord, oui. Bon, il a voulu Ouais, se faire ouais. un kiff, je pense. Je pense que ça doit être une. Alors soit c'est son. Je suis en train de regarder, mais je suis en train de chercher une info, mais soit c'est une blague entre eux, peut-être, tu vois. Soit c'est un vrai surnom qu'on lui a donné. Je sais pas, mais en tout cas, ouais, JJ Perry. J'allais te faire en autre indice qu'il avait été dans un certain Bloodsport. Ah yes. Enfin, le Le 3. 3. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Il est dans le 2 aussi, hein. Je crois qu'il fait un petit rôle dans le 2, il me semble. Alors Il est je dans le crois 3. pas qu'il soit dans le 2, je sais qu'il est T'es dans le sûr 3 parce qu'il est avec... Ouais. En fait c'est dans le 3 que la bande se... Oui, non, on est d'accord. Voilà. Ça, il y Ouais. a aucun Mais je crois doute pas qu'il là-dessus. je crois pas qu'il soit dans le 2. Alors, à moins que ça soit peut-être que ça soit Chad Stahelski qui est peut-être dans le Ouais, 2 alors, peut-être dans le 2, qui, ouais. qui a un petit rôle dans le 2, je crois, il me semble, de mémoire. Je les confonds. Donc voilà, mais non, sinon à part ça, rien de plus à ajouter. On peut faire un petit point sur les arts martiaux, sur le style martial du film. Oui, alors, juste dernier truc, tu sais pourquoi, Michael J. White a été pris? Ah non, dis-moi. Eh ben, parce qu'il a joué Mike Tyson. Il a joué le rôle de Mike Tyson dans un téléfilm. Ok. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que le personnage de Chambers est une adaptation, en fait, de Mike Tyson. Et donc, du coup, bah, voilà. C'est revenu au final à Michael J. Donc, White. dans lequel il est d'ailleurs le biopic sur Mike Tyson, il est ultra convaincant. On va se le dire, enfin on en parlera tout à l'heure, moi je trouve Michael J. White très très bien dans ce film. Ouais. Et c'est vraiment un acteur que plus ça va, plus j'ai beaucoup de sympathie pour sa façon de jouer, pour sa sincérité de jeu. Je sais pas comment il est dans la vraie vie, on s'en fout, on va me dire, mais je sais pas, je sens que c'est un mec honnête et qui a envie de bien faire les choses et qui se donne toujours à fond dans ses rôles, peu importe le sujet. Bon, après, il est là pour gagner sa vie, il a toujours des bons rôles. Mais c'est un vrai passionné d'arts martiaux qui essaie de faire marcher cette économie-là, un peu comme fait Scott Adkins. Je pense que Scott Adkins a eu plus de rôles que Michael J. White. Et c'est marrant parce que dans ce film-là, en fait, on est dans une phase où Michael J. White a non plus au sommet de sa carrière, mais il est plus bankable que Scott Adkins à ce moment-là. Ouais. Et à la fin, en fait, ça s'est un peu retourné parce que je pense que Scott Adkins est devenu beaucoup plus bankable que Michael J. White. Et c'est même Scott Adkins qui a, je pense, s'est débrouillé pour faire jouer ses potes, quoi, et faire jouer son pote. Parce qu'ils sont potes dans la vraie vie, puisque ils sont en interview, ils se sont vraiment découverts. Et petite anecdote aussi importante, et j'aime bien la rajouter celle-là, dans la vraie vie, Scott Adkins est plus petit, et bien plus petit que Michael J. White. Et pourtant, dans le film, on nous donne l'impression que Scott Adkins est beaucoup plus grand que Michael J. White. Ou en tout cas, il fait la même taille Mais que... tu sais pourquoi? Vas-y. Mais parce qu'en fait, quand il a appris que c'était Michael J. White qui allait jouer dans le film, il a vu le gabarit de Michael J. White, il a vu qu'il était beaucoup plus petit, et donc du coup, en fait, il s'est mis à fond, et c'est pour ça qu'il a cette carrure-là, c'était pour rivaliser face à Michael J. White. Il fait presque plus musclé que Michael J. White, et je pense que Michael J. White, on lui a demandé de moins se gonfler les muscles pour ce film-là. Peut-être, ouais. Il fait moins musculeux, en tout cas, que Scott Adkins. Du coup, malheureusement, Scott Adkins s'est retrouvé dans la merde, puisque il a dû garder cette musculature pour le 3 et 4, quoi. Ouais, et puis il en chie. Et d'ailleurs, on a vu une petite fact sur Twitter là l'autre jour, il y a un mec qui posait la question de savoir s'il allait avoir un Undisputed 5 en 2026. En tout cas, qu'il y avait des rumeurs sur un Undisputed 5 en 2026 avec Michael J. White et Scott Adkins. Scott Adkins n'a pas répondu non, mais il a dit que c'était pas pour 2026. Ouais.
Alors, pour la Donc, petite histoire, ouais, parce que pour la petite histoire, en fait, ça fait. Boyka est sorti en quoi? En 2013, 2014? 2016 peut-être, Boyka. oui, oui, oui. Ouais, 2016. Ouais. Du coup, tout le monde demande à chaque fois un Undisputed 5 en disant ouais, Boyka, Boyka, Boyka. Sauf qu'en fait, c'est des films qui n'ont pas forcément bien fonctionné. Alors, le 2, il a été rentable, hein, parce qu'il a cartonné en vidéo club, mais le 3 et 4, c'est pas non plus des films qui ont eu vraiment, qui ont bien marché. C'est pas des bides non plus. Ouais, c'est pas des buts non plus, mais c'est pas non plus des films où tu vas te dire ah bon, on va faire une suite, quoi. Bah, Et ça n'a pas trop marché sur le sol de production, c'est-à-dire le sol non, ouais. américain, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ça Mais a par contre, ça fonctionné, cartonne dans les pays de ouais. l'Est, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, en fait, et comme Scott Adkins, bah, c'est compliqué pour lui de retrouver la musculature parce qu'il a plein le même âge aussi, il faut dire. Parce que Boyka, il a 40 balais, hein, mais maintenant, cette année, il a 50 ans, hein, Ouais. Scott Adkins. Donc, c'est beaucoup plus compliqué pour lui d'avoir Dur. la même musculature. Et donc, il a dit, mais les mecs, ok pour un Undisputed 5, mais achetez les films, quoi. Enfin, regardez-les, parce que Ouais. sinon, ça va être compliqué Ouais, de c'est faire quelqu'un qui un film. qui a beaucoup, enfin, qui a très souvent pris position contre le téléchargement illégal et contre le piratage, parce qu'il explique en fait que bon, il dit pas qu'il faut pirater les gros films, mais il dit qu'en gros les gros films ont généralement arrivent à se rentabiliser malgré le piratage. Ouais. Les petits films, en fait, le problème c'est que ils sont un spectateur, c'est un spectateur, quoi. Donc c'est vrai que si déjà ils ont pas beaucoup de visibilité et si en plus de ça on les pirate, c'est compliqué. À notre décharge, on va se dire les choses, c'est très mal distribué en France. Alors, je sais pas comment c'est dans le reste du monde, mais par exemple, El Diablo, Ah, mais je maintenant c'est mort. Enfin, crois à qu'il l'époque, ouais. il est toujours pas sorti en France. Non. Take Cover, là, le film avec les snipers que je vous Il parle, est sorti, ça y est. il est actuellement sur Canal ou sur Ouais. OCS. Sur Canal, ouais. Et le Prisoner of War, qui apparemment a très bonne critique, Mmh. malheureusement, on les a pas. Donc, Non, non. ça sort pas en Blu-ray déjà, ça a du mal à sortir en Mmh. Blu-ray ou DVD, ça a du mal à sortir sur les plateformes. Ouais. Et c'est vrai qu'on est moi je sais que au même titre qu'Aurélien, à qui je fais un petit coucou, du film le plus et qui fait Atkins le plus, moi j'aime beaucoup Scott Atkins, je suis assez complétiste, j'ai pas encore tout vu, mais j'en ai vu un paquet. Et c'est vrai que c'est compliqué de se tenir un jour. De manière légale, Non, en tout non. cas. Ouais, non, mais parce qu'avant ça sortait. Ça sortait en DVD, hein, à l'époque de Un seul Mmh. deviendra invincible, parce que Je les ai c'était en Blu-ray, l'explosion moi, du perso, hein. DVD. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai pas de Oui, soucis, oui, hein. Moi, oui. j'ai les 3 en perso, j'ai les Ninjas en Mais, Blu-ray aussi. Donc mais, là-dessus, mais je suis clean. maintenant, le problème, c'est que comme il y a eu les plateformes, et ben, c'est beaucoup plus compliqué de sortir un film C'est ça. en physique. Et donc, ça sort au compte-gouttes sur les plateformes. Et parfois, on n'est même pas averti. Tu vois, que Ouais. le film Ah sort non, et tu tombes sur ça, zéro sur communication. Amazon Prime, et puis voilà. Et c'est vrai que moi, toi, il y a des films comme, je pense à comment dire, un Accident Man, 1 et Ouais, 2, ouais. comment ça s'appelle, au Collecteur de dettes, Mm. qui sont des films à la base, je sais pas si ça a été produit par Netflix, mais ils sont sortis sur Netflix en premier. Et ben, c'est des films que j'aurais bien aimé avoir en Blu-ray et avoir les bonus. Alors, le making-of, voir l'ambiance sur le plateau, parce que je suis sûr qu'en plus, pour le coup, Scott Adkins doit être on voit dans les petites vidéos qu'il peut faire sur ses réseaux, il déconne énormément. Alors après, comme il a créé sa plateforme en ligne sur lesquelles il demande aux gens de s'abonner pour avoir le contenu, les backstage et Ouais, peut-être, compagnie, ouais. est-ce que quelque part, comme il sait que ces films, de toute façon, dans tous les cas, c'est dédié aux plateformes, est-ce qu'il ne se garde pas tout le contenu making-of avec quelqu'un qui le suit dans les backstage pour filmer ses aventures hors caméra, hors film et hors plateau, ou pendant les plateaux, mais pendant les coupures, enfin bref, vous avez compris. Est-ce qu'il ne garde pas ça pour ses abonnés? Je ne sais pas. Je ne suis pas Oui. abonné comment dire, OnlyFans de Scott OnlyFans Adkins. de Scott Adkins, ouais, c'est ça, j'en suis pas là. Non, mais bref. Donc je pense que peut-être pour ça qu'on n'a pas trop de bonus sur ces DVD. On est bon, on a fait le tour On est là-dessus. bon. Bah ouais, carrément. Art martial, très rapidement. Alors, la promesse du film, pour se dire les choses, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est l'idée de représenter, parce qu'on va pas revenir sur les arts martiaux de nos deux protagonistes, parce que on en a déjà parlé, hein, voilà, Scott Adkins est plutôt un adepte du kickboxing et du taekwondo. Michael J. White, on va dire, est pluridisciplinaire, parce qu'il a fait évidemment plein de karaté, il a fait le kung-fu, il a fait, je crois qu'il a 6 ou 7 ceintures noires, Michael J. White. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de faire affronter, en fait, c'est de montrer en fait des combats clandestins moi, je pense que c'est quand même beaucoup plus axé kickboxing, je trouve, avec une petite touche de grappling, voilà.
Voilà, je dis grappling parce que je crois que la différence qu'il y a entre le grappling et le JJB, c'est le fait qu'il n'y ait pas de gi. Donc là, c'est il y en a que j'ai vu qui disaient du JJB no gi, tu vois, avec sans la, comment on appelle ça, sans le kimono. Mais en tout cas, c'est plutôt du kickboxing parce qu'on est là pour montrer des coups de poing, des coups de pied sautés, et puis un petit peu de clé de temps en temps pour faire du finish move. Mais l'idée, c'est de faire affronter donc du coup un combattant de MMA, voilà, pour simplifier, hein, parce que c'est comme ça qu'il est un peu vendu aussi, face à un boxeur. Voilà. Ouais. Et sauf que bon, sur cet aspect-là, on va se le dire, ça marche pas trop. Pourquoi ? Parce que d'une, c'est ultra chorégraphié. Ouais. Les premiers combats du film, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a beaucoup de coups anticipés, tu le vois, c'est pas tout le temps très fin. Je trouve que ça s'équilibre quand le film avance et quand en fait, je pense que voilà, peut-être qu'il se règle aussi pendant le film, j'en sais rien. En tout cas, ça marche mieux dans les combats qui suivent. Et voilà, et puis du coup, en fait, on se rend assez vite compte que le côté boxe, et c'est peut-être un aveu de faiblesse, j'en sais rien, est assez handicapant parce que du coup, il va vite devoir avoir recours à ses pieds quand même de temps en temps, à des coups de genoux, et puis justement à travailler le grappling avec l'aide d'un sensei. J'en ai fini avec les arts martiaux, mais je fais une petite parenthèse. On a oublié un acteur. Est-ce que tu as reconnu qui était l'acteur qui était le premier combattant qu'affronte Scott Adkins dans Undisputed 2? Alors, je veux pas dire de bêtises, parce que... Mais est-ce que c'est celui... Non, je me trompe. Parce que j'ai un autre film dans la tête, là. J'allais dire que c'est l'acteur qui est décédé. Ah non, toi tu penses à Darren Chalabi, mais c'est pas Ouais, Darren voilà, Chalabi. parce que j'ai un autre film dans la tête, c'est pour ça. C'est Silvio Simac. Ok. C'est un nom qui te parle ou pas? Pas du tout. Pas du tout, non. Silvio Simac qui a joué un petit rôle dans Black Mask 2. Il joue l'antagoniste. Ok, d'accord. Mais surtout, Silvio Simac, c'est le méchant, et je fais une petite dédicace là, parce que pareil, c'est parti des gens avec qui on discute un petit peu, de The Shepherd Code. Ah, d'accord, ok. Film Ok, 2, ouais. et avec Alan Delaby, Don Wilson et compagnie, Ouais. dont le 2 est sorti il n'y a pas longtemps, et c'est son antagoniste. Voilà, c'est le grand méchant de l'histoire. D'accord, ok. C'est ça que- D'accord. Et Silvio Simac a fait pas mal de petits rôles dans ces années-là, justement. Bon, il n'a pas une énorme carrière, hein, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup percé, mais voilà, on le retrouve dans quelques films, dans le Undisputed 2, on le retrouve aussi dans Danny the Dog, il joue aussi dans L'homme de Tai Chi, bref, Man of Tai Chi, pardon. Ah oui, avec Kid Fury. Voilà, oui. Ok. Donc voilà, c'était la petite dédicace par rapport à tout ça, mon cher Jazz. Je vais te laisser parler en premier et du coup donner ton avis sur Undisputed 2. Oui, bah écoute, j'aime bien ce film. Je trouve que... Alors, c'est pas le meilleur que des Un seul deviendra invincible, mais il est rafraîchissant. Je trouve que c'était vraiment la première fois qu'on voyait un film comme ça. Alors, attention, occidental, hein. Oui, voilà, qui tape, voilà. Le seul truc, c'est ce qui me fait rire, c'est que en fait, on voit la faiblesse du budget et on comprend pourquoi le film a été tourné dans les pays de l'Est. Parce que en fait, c'est ça que j'adore, c'est que dans ce genre de film, ils se cachent pas. C'est-à-dire que c'est ça que j'aime bien avec les films, c'est qu'ils se cachent pas du tout et ils disent bon, on n'a pas une thune, donc on va tourner en Bulgarie. Et puis basta. Mais il t'explique, ouais, il a un contrat avec les Russes ou voilà. Et là, tu te dis, ok, bon, ton film il est tourné là parce que t'as pas une thune. Et oui, le film a coûté $8 millions, ce qui est pas beaucoup pour un film d'action. Et donc, c'était certain. Après, je trouve qu'ils y mettent quand même du pognon parce qu'il y a un autre film qui est sorti en 99 qui s'appelle Bloodsport 4 et où là en fait ils te disent pas que c'est tourné en Bulgarie mais ils te disent que c'est tourné aux États-Unis parce que t'as une plaque américaine alors que le film est fauché comme les blés, que en fait t'as aucun moment il y a une rue qui ressemble comme ça aux États-Unis et que les prisons c'est vraiment des prisons de pays de l'Est quoi. Après à sa décharge, il n'a pas entre guillemets dans le Bloodsport 4, qui te mente, à la limite, il fait avec le budget qu'il a.
ça colle bien avec Undisputed 2 parce que dans tous les cas, Oui, mais c'est ça, ouais. c'est censé se passer en Russie, donc Oui, bon, voilà. pays de l'Est, Roumanie, Non, mais parce que Bulgarie, peu importe, quoi, tu vois. non, mais c'est justement ça, tu vois, parce qu'en fait, ils se sont dit, on va délocaliser, parce qu'on n'a pas une thune, et puis t'as les studios de, comment dire, de Millennium sont soit, alors, je sais plus si c'est Roumanie ou Bulgarie, mais du coup, en fait, ils sont là, les studios. Et parce qu'à un moment donné, il y a une petite anecdote, c'est les Français Bustier et Maury qui avaient tourné un film là-bas. Et entre-temps, je crois que c'était Leatherface qui tournait. Et en fait, il y avait Gerard Butler qui tournait juste à côté un des films du président. Ah oui, Et, d'accord. et donc, du Kingdom coup, la ouais, saga des Asphalen. ouais, je crois que c'est celui qui se passe à Londres. Ah, je l'ai vu celui-là. Voilà. Il est pas mal. Et du coup, en fait, parce qu'il y avait des coordinateurs comment dire, de Millennium qui venaient pour voir si le tournage se passait bien, mais ils étaient beaucoup plus préoccupés par le tournage de London pour voir si Gerard Butler se comportait bien plutôt que les Surface. Voilà. Mauvaise réputation, le petit Butler. Ah bah ouais, capricieux un peu. Mais bon, Ouais. après c'est comme ça, hein. Mais pour le Mais en coup, tout cas, moi, j'ai pas trouvé ça choquant, en tout cas, sur Undisputed, parce que ouais. ça colle avec le contexte. Tu Oui, sens oui, que oui. c'est pas un film qui est très bien éclairé, enfin, au niveau de la lumière, Ouais, au niveau ouais, de non, la ouais. couleur, la colorimétrie, c'est un peu terne, c'est gris, mais ça va avec le contexte de la prison. Donc moi, le manque de budget m'a pas sauté aux yeux parce que pour un film pareil, en fait, on n'en entend pas, en fait, on n'en entend Non, pas. tu On se t'attends doute, pas on se non doute plus. que certains combats, je pense que c'est surtout le temps disponible pour filmer et pour faire le film qui devait être très très court. Mm. Parce qu'on voit que sur certaines scènes de baston, ils les ont pas beaucoup répétées. Je fais notamment je pointe notamment la première scène de combat. Ça anticipait énormément les coups. Et c'est vrai que pour une scène de combat qui est un peu la scène qui ouvre le film, de voir des combats où Scott Adkins anticipe pas mal les coups, tu te dis, c'est compliqué. Voilà. Par contre, derrière, quand il se part avec d'autres adversaires, ça se passe bien, mais surtout avec Michael J. White, on sent que les deux se comprennent en fait. Et du coup, ça non, marche. ouais, ça marche bien. Ouais. Non, mais sinon, moi j'aime bien ce film. Je trouve que de retrouver Michael J. White, enfin bon, après de retrouver, je crois que c'est la première confrontation entre Michael J. White et Scott Adkins, c'est ouf. Ouais. Parce que c'est deux mastodontes. Alors c'est vrai ce que tu dis, hein, c'est que Michael J. White à cette époque-là, c'était pas non plus la grande star, mais on savait de qui on parlait, et puis il avait enchaîné quelques films. Alors que Scott Adkins était le petit nouveau, et en fait, il va dépasser en fait Michael J. White, parce que Michael J. White, même si c'est le héros, en fait, c'est Scott Adkins qui va avoir, qui va suivre après le spin-off. Ouais. Donc c'est ça qui est assez fou. Et donc ouais, grâce à ça, il a une popularité de malade. Le truc, c'est que en fait, je trouve que maintenant, alors je trouve une chose, c'est que ce Scott Adkins, alors, même s'il a enchaîné pas mal de tournages, il a fait plus de bons choix que Michael J. White. Michael J. White, à un moment donné, dans les années 2009-2010, a enchaîné quand même des choix qui étaient très très discutables sur des films où il n'est pas du tout à sa place, où il est là juste pour payer le loyer. Alors que Scott Adkins a réussi à plutôt bien gérer sa carrière. En tout cas, il y a plus de bons films, je veux dire, dans sa carrière. Ouais, après le problème, c'est que Michael J. White, en fait, a clairement beaucoup moins tourné, en fait, que Scott Adkins, quoi. Hein. Ouais. Il suffit juste de regarder les films. Alors, il en a fait beaucoup, hein, attention. Ouais. Hein. Il a fait beaucoup de films aussi, Michael J. White. Il est capable de sortir, des fois, ça y a certaines années où il faisait 4, 5, 6 films, des petits rôles, etc. Mais je pense qu'au final, quand tu regardes le compteur, il a beaucoup moins de films que Scott Adkins, et il a des vrais gros trous dans sa carrière. C'est-à-dire que des fois, il prend juste un tout petit rôle sur une année et puis il va rien faire d'autre, quoi. Donc, c'est compliqué. Après, il a quand même joué dans Batman The Dark Knight. C'est quand même énorme. Ouais, bon, on le voit pas. Voilà. Oui, alors, c'est son fait d'armes. C'est son fait d'armes. Mais on le voit pas beaucoup. Mais tu vois, je regrette juste un truc sur la carrière de Michael J. White, et pourtant, c'est un crack, hein, mais j'aurais kiffé le voir dans un Expendables.
Il avait clairement sa place. Encore une fois, bon, les gens vont peut-être pas adhérer à ce que je vais dire, mais moi je trouve que c'est plutôt un bon acteur. Enfin, pour ce qu'on Ouais. lui demande de faire, en tout cas, dans le genre action, etc. Il joue plutôt bien, il est toujours plutôt juste. Il est assez bon en comédie aussi. Il joue bien avec la comédie. Et je suis très curieux, encore une fois, on revient encore à cette histoire de c'est pas trop dispo chez nous, mais j'ai très très envie de voir son dernier film là qu'il a tourné avec sa femme, dont le nom m'échappe à l'instant T, c'est Troubleman, voilà, j'ai retrouvé. Mais c'est vrai qu'en tout cas, même dans des films assez mineurs, fauchés, où il y avait des arts martiaux, je le trouvais toujours assez. J'en ai vu une flopée là sur. Moi, j'ai bien aimé le SWAT Under Siege. Voilà, soit Under Siege est cool, Ouais, cool. mais il y a même des trucs un peu plus dispensables où il se retrouve en fait à être le sidekick, enfin à avoir comme sidekick un gamin. C'est un film qui se tourne au Mexique, sous fond de trafic de drogue. J'ai plus le nom qui me revient, mais les auditeurs l'auront peut-être. Et il se retrouve en fait à entraîner le gamin en fait. Ouais. Il entraîne le gamin pour justement l'aider justement à savoir se défendre, etc. Et c'est pas Never Back Down. Non. Comment? C'est pas Never Back Down. Non, alors Never Back Down pour moi ça fait partie de son. Ah oui, c'est du haut du panier. Hein. Du très haut du panier. Moi je trouve que c'est des super films, les Never Back Down. Hein. Je les adore. Hein. Mais non, celui-là ne me revient plus. Ok, d'accord. Ok. Mais bref. Il a quand même des chouettes rôles. Il suffit de penser à, tu vois, alors je l'ai pas vu malheureusement, mais Black Dynamite, j'ai très envie de le voir. Tu vois, il fait des petits rôles dans Triple Threat. Il est aussi dans One More Shot. Oui. Ouais, il fait quand même des trucs assez sympas, mais qui, quand on t'en parle comme ça, on te dit ouais, il est bien. Et puis en fait, ça reste du film très indépendant, on va dire, pour dire ça comme ça. Mais... C'est fauché. Mais je sais pas, il a un capital sympathie à l'écran qui fait que c'est cool et ça dérange pas à la règle en fait avec celui-là, parce que ce film-là, moi, c'est un film que j'aime beaucoup aussi, que j'ai revu un nombre incalculable de fois, que je me suis pris dans la gueule quand c'est sorti il y a déjà quelques années. Je l'avais vu au moment où ça sortit et que là à revoir à chaque fois, je trouve qu'il est vraiment cool. Alors je le revois en VO. Alors oui, on va passer assez rapidement sur les problématiques du film. On a Yuri Boyka qui est russe, qui parle en anglais, collègue russe, alors qu'il pourrait parler en russe. Bon, on s'arrange un peu comme on veut avec la langue, parce que évidemment on entend parler russe dans le film, donc c'est là que c'est un peu étonnant. Mais bref, mais en fait, tu vois, c'est un mec qui fait toujours le good guy un peu. Alors, il sait jouer les méchants, il n'y a pas de souci avec ça. Mais là, il est vraiment, il est là pour faire le good guy, qui au début, tu vois, il n'est pas tourné vers l'autre, très égoïste, et puis finalement, petit à petit, il va s'ouvrir à l'autre au contact des détenus. Alors, c'est assez cliché, hein, je suis d'accord. Hein. Il y a beaucoup de trucs très clichés dans ce film. Mais je sais pas, ça marche sur moi. Les trucs avec les relations avec les détenus. Toi, tu sais bien imiter Boyka. Ah bon? Ouais. Quand il sort sa fameuse phrase avec son petit accent. The most complete fighter in the world. Ah ouais. Non, c'est pas bon. Là, franchement, là, excellent. Ah ouais? Non. Je ferme les yeux, là, je me dis, putain, c'est Boyka. C'est nul. C'est Boyko. C'est Boyko, le partenaire du petit déjeuner. Voilà. Bref, non, mais tout ça pour dire que moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Je trouve les combats assez ouf. Franchement, là, on a un Scott Atkins qui est au prime. Alors oui, on va revenir là-dessus. Oui, ça fait pas réaliste, mais moi, je m'en fous. Je vous l'ai déjà dit. Non, mais ouais, on s'en fout. C'est déjà un débat qu'on a eu plein de fois là-dessus. Où moi, je m'en fous que ça soit réaliste ou pas. Moi, je suis là pour avoir du grand spectacle. Je veux voir beaucoup de pieds, je veux voir beaucoup de points, je veux voir des belles mises en scène, je veux voir les coups portés. Et ça marche bien, oui, on a l'impression qu'il est sur un ressort en permanence parce qu'il fait des bonds de 3 mètres de haut, mais je sais pas, il y a un truc qui marche bien, les excès de sang à outrance pour rien, ça marche bien, enfin voilà. Et puis il fait le Guyver Kick. Et il fait le Guyver Kick, voilà. Il fait le Guyver Kick dans ce rôle-là qui, du coup, en fait, ça répond à la question qu'on s'était posée sur Hong Bak. Donc la paternité n'est pas de Scott Atkins, n'est ni de Tony Jaa, mais elle revient à tout simplement à Guyver. À Guyver, voilà. Et c'est un film qui, du coup, m'intrigue énormément. Oui, et on l'a. On l'a, monsieur. Eh oui, on l'a. Et on l'a. Ah oui, ouais, mais alors, allez, bon, j'ai profité parce que j'ai fini avec mon avis pour vous conseiller d'aller voir ou revoir Undisputed 2 avant qu'on passe à la scène culte. Ouais. Je vais vous donner un petit tips vraiment cool qui permet de voir pas mal de films de baston et aussi notamment une grosse partie du catalogue de John Woo, qui est en train de sortir petit à petit au cinéma. Si vous n'avez pas la possibilité de voir chez vous les City and Fire, les Balles dans la tête, voilà, j'en passe, etc. Il y a une plateforme qui s'appelle
Tubi, TUBI.tv. Vous tapez ça dans votre moteur de recherche, vous allez cliquer dessus, le navigateur va vous dire t'es pas aux États-Unis, tu peux pas regarder. Mais pourtant, moi j'ai regardé Undisputed 2 sur mon ordinateur en qualité Blu-ray, avec forcément c'est de l'anglais avec les sous-titres anglais. C'est le seul bémol de la plateforme, mais par contre ils ont un catalogue en termes action et baston assez fou. Notamment le film Guyver est dessus, pour info, en super qualité. Comment ça fonctionne ? Je vous invite à installer le navigateur Opera, qui est un navigateur français, sur lequel, en fait, vous avez d'office embarqué dessus un petit VPN qui est complètement gratuit, qui est assez limité, qui ne fonctionne pas partout, mais en tout cas, pour la plateforme Tubi, ça fonctionne. Vous vous connectez, vous vous mettez sur la localisation Amérique, et vous rafraîchissez, vous retapez dans le moteur de recherche tubi.tv, vous cliquez dessus, vous créez un compte, c'est mieux. Mais vous pouvez aussi vous mettre en invité, hein, ça marche aussi. C'est juste que ça ne sauvegardera pas votre progression si jamais vous ne regardez pas le film en entier. Ouais. Et vous allez pouvoir regarder tout le catalogue qui est disponible sur Tubi et qui fonctionne très très bien. C'est gratuit, vous ne payez rien. Il faut juste penser à cette petite astuce. J'arrête pas de la répéter à Jazz. À chaque fois, il me dit oui. Et puis en fait, il l'a toujours pas fait, je suis sûr. Non, j'ai pas fait encore. Voilà. Mais pourtant, moi, je regarde un nombre incalculable de films sur Tubi. Ça marche sur téléphone, mais c'est assez perfectible. Alors, il y a une application qui existe. Moi, je trouve un système pour des fois le regarder sur téléphone quand j'ai vraiment pas le choix. L'idéal, c'est vous mettez sur votre PC et vous faites la manip que je vous ai dit. Vous dites, c'est mieux. Et puis comme ça, vous allez pouvoir regarder un certain nombre de films. J'ai pu regarder notamment The Killer en version Blu-ray là-dessus directement. Et c'était très cool. Voilà. Et puis Undisputed 2, puis plein d'autres. Voilà. Donc, je joue Tubi, TUBI.tv. Ouais, Tubi, c'est le Amazon Prime, mais aux États-Unis, hein, parce qu'en fait, mais gratuit. Non, mais gratuit. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a c'est là où c'est la plateforme, par exemple, Cynthia Rothrock pour Black Creek, c'est sur Tubi, en fait, qu'on peut retrouver. Hein. Il est sur Tubi, effectivement. Ouais, tout à fait. Elle en fait la com, en disant oui, mon film sort sur Tubi, donc voilà. Donc après, je ne pourrais pas vous dire le temps que restent les films, mais jusqu'à présent, quand je cherchais un film, surtout dans ce domaine d'action et arts martiaux, je trouvais plutôt, j'arrivais toujours à trouver ce que je voulais là-dessus, en tout cas. On passe à la scène, mon petit ? Oui, bah écoute... alors, à moins que tu veux dire autre chose ? Ah bah non, rien du tout. Je pense qu'on a tout dit sur le film. Tu dis Tubi ? Tubi. Allez, on passe tout de suite à la scène que l'on a choisie. Aïe! Voilà. Et je me suis défoncé mon micro. Voilà, j'ai défoncé mon micro. Bravo. Bon. Laquelle alors ? Bon. Alors, moi je mettrais la scène finale. Ouais. Oui. Pourquoi ? Parce que la scène, la première scène de combat, en fait, elle est bien. Intéressant. Non, et le Guyver Kick est dans la première scène. Ouais. Oui, le Guyver Kick est dans la première scène, mais dans la scène finale, on a vraiment un rapport de force. On a vraiment un Michael J. White en pleine possession de ses moyens, qui comprend les enjeux, qui comprend son adversaire, qui se dit que, ok, ça va pas être facile, mais qui va prendre sa revanche. Il était déjà en capacité de le battre dans le premier combat, mais il est drogué, on peut le rappeler, si on spoil. Voilà. Et du coup, il perd le premier combat et il va devoir justement se battre avec ses forces. Parce qu'on va se le dire, en fait, le point fort de Boyka, c'est ses jambes. Et il gagne, entre guillemets, le combat quand Boyka décide de faire, entre guillemets, jeu égal, entre guillemets. Dans le premier combat, en fait, ils se testent tous les deux sur le modèle boxe. Donc, ils disent que les points. Et donc là-dessus, Michael J. White prend le dessus. Mais à partir du moment où Scott Adkins prend les jambes, là, c'est pas la même sauce. Et surtout, qu'en plus, tu rajoutes le fait qu'il soit défoncé par les produits qui lui ont été administrés, ça devient compliqué, il perd le combat. Mais on suppose, vu la ténacité de Boyka, que ça va être compliqué de le battre sur le terrain des jambes, sachant qu'officiellement, même si on sait, entre nous, que Michael J. White, il a des très très bonnes jambes, mais là, dans le film, il n'est pas censé avoir des bonnes jambes, quoi. Voilà. Mais après, dans le deuxième combat, je te laisse reprendre la suite, il va avoir un entraînement qu'il faut, quoi.
Oui, il a un entraînement, il y a un training montage et tout ça. Oui, c'est très bien. Et c'est justement là où on attend vraiment ce combat. Et pour le coup, on aurait pu être déçu. Parce que souvent, c'est C'est vrai. rushé. Ouais, quand Oui. c'est des combats comme ça, c'est rushé. Comment dire, le héros a un ki de ouf et d'un seul coup, il développe son ki et là, il devient le super guerrier qu'on attend. Mais il y a quand même Boyka. Et Boyka, voilà. C'est un 3 rounds, hein, quand même. Hein. Ouais, ouais, c'est quand même, voilà, le boss. C'est le boss. Et je trouve que en plus, enfin, ça montre bien le véritable méchant. Tu vois. Mais, alors, attention, hein. Le véritable méchant, mais qui est aussi embrigadé. Tu vois, je veux dire, le mec, en fait, il devient la star de la prison. Donc, en fait, il est un peu embrigadé par tout ce qui est mafia russe et tout ça. Donc, voilà, et c'est en fait, c'est un peu comme tous les, comment dire, les champions russes des années 80 et 90. C'est-à-dire que quand le champion russe, il va être mis en avant, et puis quand il va perdre, tout le monde va le lâcher. Notamment, Alors non, moi, je je le me vois permets. plus comme ça. Ben non, en fait, enfin, je pense que alors, ou t'as mal compris le personnage, ou alors on l'a pas compris de la même manière. Mais là, en fait, c'est plutôt l'effet inverse, en fait. C'est-à-dire que le personnage de Boyka se sert, en fait, de tout ce qui est mis à sa disposition pour, justement, lui, sa recherche, en fait, c'est de devenir, je le redis à chaque fois dans la blague, le Oui, most oui, oui. complete fighter in the world. Il cherche à devenir le meilleur combattant, le plus complet, le plus fort, et tout ça. Et en fait, tu le vois dès le début, en fait, il est très agressif avec les gens de la prison, il est très agressif avec la mafia. Hum. Comme il est tout puissant, qu'il gagne tous ses combats et qu'il fait gagner beaucoup d'argent aux gens autour de lui, en fait, il sait qu'il est quasi intouchable. Mais pour autant, enfin, il les porte pas trop dans son cœur, quoi. Tu vois, lui, il est juste là Ouais, pour mais enchaîner les combats et puis oui, devenir le peut-être. mec le plus fort du monde, mais en devenir presque con, tu vois. Et, Ouais, euh, ouais, et, ouais. et c'est là-dessus où il est méchant parce qu'en fait, il n'a aucune considération pour les gens plus faibles que lui. C'est là-dessus où dans les prochains épisodes, il va mûrir, il va changer, il Ouais, va mais tu avoir une vois, vu rédemption. que le Mais truc, c'est que, ouais, il a une mais idée de pouvoir de combattant, tu vois, surtout dans ce ouais, mais sens-là. le truc, c'est que, étant donné, bon, on va spoiler, il perd le combat. Oui, Quand on voit le 3 où bah, tout le monde dit bah ouais il a perdu. Tu vois, je veux c'est une dire, merde. c'est Ouais, dans ça. le 3, Mais c'est une c'est une merde au merde. Non début. Ouais. mais justement c'est ça en fait. C'est le truc, c'est que c'est comme dans tous les films où t'as un grand champion russe. Tu vois, on parle de Karate Tiger, on parle de Rocky 4, où en fait c'est des grands champions, c'est des grands, voilà, Oui, mais ils sont ils attendent pas le imbattables. soutien. Ouais, mais toi, ils attendent, à la différence des trucs que tu as dit, ce sont des gens qui attendent, entre guillemets, les deux personnages que tu as cités, que ce soit Drago ou le personnage de Russe de Ivan Le boucher, en ouais. tant que Karate Tiger. euh, Ils aiment avoir l'approbation Mm. de leur parti, de leur Ouais, pays, tu vois. ouais, ouais. Alors que lui, il s'en fout, en fait, quoi. Il est très égoïste, en fait, tu vois. Il est vraiment là il les manipule pour devenir le meilleur champion, sauf qu'il va se faire avoir à son propre jeu, puisqu'en fait, bah, il perd parce qu'entre autres, bah, il s'est fait avoir parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour Mm, que mm. derrière aussi, bah, on mette Michael J. White dans de bonnes dispositions pour pouvoir battre Yuri Boyka et que le Russe empoche plein de sous, quoi. Et il est content quand d'ailleurs Yuri Boyka perd à la fin, quoi, tu vois. Ouais, Donc, ouais. c'est plus son côté égoïste, tu vois. C'est un mec, il est tout seul, il déteste les plus faibles, mais il a quand même certaines valeurs, tu vois. Mm. Sur la fin, tu vois, il a quand même on sent quand même qu'il y a un peu de respect quand même pour Michael J. White, tu vois, pour le combattant qu'il est, quoi. Il veut le Ouais, détruire, ouais. il veut le défoncer, mais il y a une certaine forme de respect envers le personnage de Michael J. White, parce que il sent que c'est quelqu'un qui peut réaliser, mais comme il est tellement avide de pouvoir, tu vois, ça devient presque, il devient aveugle en fait. Il est aveuglé Mm. par le désir de devenir le meilleur, le plus puissant, le mec imbattable, etc., quoi. Très orgueilleux, tu vois. Mm. Ah, je l'ai pas compris comme ça son personnage. Enfin, honnêtement, Ça je fait voyais le fait de plus, l'avoir revu voilà. hein, qui m'a fait. Ouais, ouais. On est en train de philosopher sur un truc assez bas du front au final. Ouais, voilà, oui, parce qu'on s'en bat les couilles, mais parce que de toute façon, il Ça perd à bat la les couilles, fin, donc mais voilà, il perd à la ouais, fin, et il devient le héros des autres films, quoi, parce qu'il y a une rédemption. Et tout à surtout, fait. la rédemption, elle vient aussi au niveau du 4, où il prend conscience bah, qu'à un moment donné, bah, il Il tue veut sortir de ça. malheureusement voilà, et puis bon, voilà, parce qu'il tue malheureusement un combattant, et il va l'avoir sur la conscience, quoi. Alors que Donc, ça lui en touchait une sans faire bouger l'autre dans le oui, 2 voilà, ouais, quoi. c'est ça. Le 2 Donc, il va il y tue avoir. ses acolytes, il est prêt il continue à frapper un mec alors qu'il est KO. Enfin, tu Hmm. vois, il a vraiment une rage. Mais
on sent qu'il y a quand même une petite part de lumière quand même dans le personnage, tu vois. Il est pas complètement, c'est pas blanc ou noir, quoi. Tu vois, il y a un peu de nuance quand même. Je trouve que c'est pas si mal pour un film de baston, d'avoir un peu de nuance dans le méchant. Et c'est vrai que ce qui est intéressant avec ce dernier combat-là, en fait, c'est aussi une préparation tout paiement, c'est-à-dire que on voit que Michael J. White s'entraîne c'est du classique, hein. C'est un poncif ultra éculé, ultra utilisé, mais ça marche sur moi. C'est qu'il s'entraîne pour un truc bien précis. Il bosse les low kicks, donc il arrive à placer ses low kicks, et il bosse une ou deux techniques de grappling et de saisie, de clé et compagnie, donc il les place, et il finit par cette fameuse clé où il attrape la jambe de Boyka, et il le tient sous le bras d'abord, et puis il résiste pour essayer de le faire soumettre, mais non, il peut pas le faire soumettre parce qu'il ne se soumettra jamais, Boyka. Et là il se souvient des paroles du vieux sage en fauteuil roulant. Il doit passer la jambe et qu'il doit la bloquer avec son cou, et là il doit appuyer très fort, et là il broie la jambe de Boyka. Et je tiens à faire un petit point négatif. C'est une vieille image dégueulasse de cette jet de la jambe qui ressemble à rien. Alors heureusement il la filme de loin, mais tu regardes qu'il y a un souci avec la jambe, tu te dis oh là c'est pas naturel le truc, ça pue la CG à 2 balles. Et oui, c'est de la CG à 2 balles. Mais voilà, le combat est vraiment cool, il est assez long. Tous les combats sont cool. Les scènes de baston dans ce film-là sont super. Elles sont jouissives, moi j'adore. Mais ce que je veux dire, c'est que on aurait pu avoir un combat final un peu rushé, quoi. C'est vrai, en disant c'est bon, on a eu le premier combat, on va pas revoir un deuxième combat. Non, le deuxième combat est vraiment cool. À un moment, c'est vraiment top. Et puis c'est à la hauteur de nos attentes. On attend un affrontement dantesque entre Michael J. White et Scott Adkins, et on a payé pour ce qu'on est venu voir, quoi. Et c'est un film que j'aime bien. Moi, c'est une saga globalement j'aime bien. Un jour on parlera du 3 et du 4. Oui. Le 4 est un peu en dessous, parce que le méchant est un peu moins iconique. Dans le 3, c'est Marco Zaror, et Marco Zaror, grand combattant aussi, donc le combat qui joue notamment dans Fight or Fly, le film avec Josh Hartnett qui est actuellement sur Amazon Prime. Ouais. Ok, excellent. D'accord. Et il y a une scène de baston avec lui. Ah bah, tu m'as presque rendu curieux. Donc, voilà. Le seul point négatif de ce film, on va dire, c'est et en fait c'est là où je me dis qu'Amazon Prime, ça commence à être limite sur les VF. C'est-à-dire qu'en fait la VF, il y a des soupçons que ça soit de l'IA. Je l'ai switché en VO rapidement, puisque en fait la VF c'est soit en fait c'est sous-traité comme les Asylum. Asylum, c'est sous-traité au Maroc, maintenant. Ok. Ou soit c'est de l'IA. Mais parce que les voix VF, c'est dégueulasse. Enfin, franchement, il n'y a aucun jeu. Ce genre de production-là, maintenant, j'ai tendance à les basculer assez vite sur de la VO. Même si j'aime énormément aussi regarder les films avec les comédiens de doublage français. Mais là, cette production-là, je préfère les mater en VO. Mais bref. Mais en tout cas, on vous recommande Undisputed, on vous recommande la saga. Le premier, vous le regardez pour la science, pour vous dire vous êtes complétiste. Mais c'est ça. Je trouve que les films avec Scott Adkins sont quand même vachement plus divertissants. On en parlera peut-être un jour. Je pense que, à mon avis, le meilleur, ça reste le 3. Oui, le 3, oui. Oui, le 3. Qui est très généreux en combat. Le 4, finalement, est cool, mais un petit peu en dessous. Oui, le 4, oui. Le 4 est très cool, mais c'est le méchant qui est un peu moins charismatique que Marco Zaror. Voilà, c'est ça. Mais un jour, on en parlera, parce que c'est des chouettes films. Parce qu'on ne l'a pas précisé. Est-ce que, attends, il est sorti quand, Undisputed 2 2006. Oui. Pourquoi on l'a fait, ce film? Eh bien oui, parce que c'est les 20 ans. C'est les 20 ans c'est le film. Ah oui, 20 putain, ans. c'est les 20 ans, 20 ans du film. Undisputed 2. Et on va se le dire, ça va peut-être vous permettre d'aller. Bon, la liste des films sera ultra longue pour vous, donc ça vous donnera peu d'indices. Mais on a l'année 2026, en fait, on va se le dire, et on conclura par ça, mon cher Jazz, c'est qu'on a fait notre sélection en fonction des dates anniversaires des films. Ouais, c'est ça, ouais. On a pris totalement 10, 20 et 30. Voilà. Ouais. 10, 20 et 30. Donc là, c'est les 20 ans de Undisputed. Et je crois qu'on tape 40 à un moment donné. Ah, il y a un 40 il faudrait que j'ai pas mal. Je crois qu'il y a un 40. Donc ça amènerait un film de 76. Non, de 86. Ah ben oui, il y a 40, c'est sûr. Oui, c'est sûr qu'il y a 40. Oui, c'est sûr qu'il y a 40, parce que oui, c'est ça. Parce qu'on avait pris la décennie, on n'est pas allé jusqu'en 60 dans les années 70, on aurait pu. Hein.
Ouais. Je crois que j'avais trouvé je sais pas si j'avais trouvé des films pour les 50 ans, peut-être. Ah, peut-être, ouais. Et Mais je en tout relis. cas, Bref, on a essayé de- on a un 40. Voilà. Ça nous a, en fait, comme je me souviendrai toujours de cette phrase qui m'a marqué au tout début du podcast, quand je te mettais en doute, tiens, est-ce qu'on fait celui-là, mais est-ce qu'on ferait pas celui-là? Tu avais commencé à douter à ce moment-là. Je sais pas si tu te souviens. Tu avais commencé à douter parce que tu m'avais dit, putain, je sais pas si on va durer longtemps à faire ce podcast, parce que si déjà on commence à plus avoir de films à voir, à plus savoir quoi faire, et à plus savoir quel film traiter, et là je t'ai arrêté tout de suite, j'ai dit, mais Jazz, on n'a pas langué de films, on n'a pas assez d'une vie pour tout traiter. Et à tel point que des fois, je te dis, même des fois, il faudrait qu'on les traite par 3 pour certains un peu mineurs. Bon, on n'a pas refait, mais on en refera d'autres. On fait 3 films d'un coup, et puis comme ça, on évacue des films qu'on ne traitera pas dans le podcast, en mode normal, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Mais pourquoi j'ai fait ça aussi, je t'ai proposé ça en fin d'année, c'est que je t'ai dit, ça nous permettra de mieux cadrer nos recherches et de cadrer les films dont on a envie de parler en se disant, tiens, et si on les traitait dans l'angle de leur telle année d'anniversaire du film, quoi. C'est ça. Bon, voilà, mon petit Jazz. Et écoute, ouais. Écoute, c'est parfait. On a beaucoup digressé, on va se le dire. Oui, totalement. On savait que ça allait être un rentrée. on savait très bien que ça allait être un petit épisode, donc voilà. Je suis en train de voir. Ah non, c'est un film. Oh oui, le prochain film, c'est un putain de film. Ah ouais? Ah ouais, c'est un gros film. C'est un gros morceau, le prochain. D'accord, c'est un film asiatique du coup. C'est un film asiatique. Ah oui, c'est bon, il m'est revenu. Ouais. Oui, ça m'est revenu. Ça m'est revenu. Qu'est-ce qu'on peut donner comme indice? Il y a Jet Li. Oh, c'est un gros indice là. Hein. Ah coup, oui, ce mais il y a film-là, plusieurs. Il n'a pas de date d'anniversaire celui-là pour le coup, c'est l'exception. Non, ouais, c'est l'exception, ouais. C'est l'exception, il n'y a pas de date d'anniversaire, mais du coup, on a, comment dire, on voulait le faire depuis longtemps. Ouais, et puis Et voilà, il s'est mis dans le planning à un moment donné. Ouais, puis il est ressorti il n'y a pas longtemps. Ouais. Blu-ray. D'ailleurs, apparemment, la copie a été assez discutée. Elle ne fait pas l'unanimité. J'ai eu quelques retours là-dessus. Le film en reste néanmoins très très chouette. Et voilà, on avait envie d'en parler. Puis on est en ce début d'année, on essaie de taper fort et puis de vous proposer des super films. Voilà. Ouais, et après, vous verrez d'autres super films. On a aussi on va refaire un Jean-Claude Van Damme, on peut le dire aussi. On l'a arrêté, d'ailleurs, le Jean-Claude Van Damme. Oui, totalement, ouais, c'est vrai. Hein, c'est ses 20 ans. C'est vrai. Il est cool. En disant ça, j'ai dit le film, en fait, quoi, putain. Ah non, pas forcément. Non, t'as pas dit le film. Pourquoi? Il y en a 2 cette année-là? Bah ouais, il y en a 2 cette année-là. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc voilà, puis ce sera l'occasion de peut-être tenter des choses aussi en termes d'interview, peut-être. Sait-on jamais. Eh ben écoute, mon cher Seb, on va se quitter là. Ah ouais. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode de Hiking dans ton podcast. Yes. Allez. Ciao. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e cat. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.